Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et bienvenue dans cette spéciale Vraie Voix de l'innovation, la dernière du jeudi du mois de juillet avec moi, chers amis, chers auditeurs. On va parler transition électrique. La transition, justement, vers une mobilité plus propre et durable est plus que jamais au cœur des enjeux économiques et environnementaux en Europe. Dans ce contexte, le déploiement rapide des infrastructures de recharge pour véhicules électriques est un levier essentiel pour accompagner le développement massif des voitures en question. Pour en parler, nous sommes avec Aurélien Demeaux, qui est CEO et cofondateur d'Electra. Bonsoir, bienvenue Aurélien. Bonsoir, merci de votre invitation. Avec plaisir. Ainsi que Thomas Labergère, qui est directeur général France d'ING, la banque. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Judith, bonsoir Aurélien. Alors, justement, Aurélien, vous êtes donc à la tête d'Electra. Alors, ce que je vais proposer aux auditeurs, c'est de découvrir justement comment Electra, vous êtes un acteur français de premier plan, et vous accélérez actuellement votre expansion grâce à une levée de fonds majeure. Si je ne m'abuse, c'est 433 millions d'euros. Oui, absolument. On a fait un tour de financement bancaire avec un pool de 8 banques qui nous ont accompagnés. L'objectif, c'est de financer notre réseau. On a un métier, nous, d'infrastructure, donc qui demande énormément de capital, avec un plan qui est de monter, on a 515 stations aujourd'hui, l'objectif c'est de monter à 2500 stations en France, mais dans 10 pays en Europe. Et ça nécessite beaucoup de capital, puisqu'une station, ça coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. Ah oui. Donc si on veut en mettre des centaines, voire des milliers, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de capital. D'où ce tour de financement de 433 millions d'euros qu'on a fait avec le concours d'ING notamment. Et que vous venez de clôturer en fait, c'est ça? C'est ça, on vient de clôturer, c'est un process qui est assez long, parce qu'il faut aligner 8 banques sur un certain nombre de paramètres. Et donc ça nous a pris quelques mois et on a clôturé ça la semaine dernière. Très bien. Alors, à mes côtés, Thomas Labergère, qui est directeur général d'ING, qui a participé justement à cette levée de fonds. C'est une opération, Thomas, qui illustre le rôle clé des institutions financières justement dans cet engagement autour de la transition énergétique, quoi. C'est-à-dire que vous avez un rôle incontournable, clairement. Alors, je ne sais pas si on a un rôle incontournable, mais on se voit avoir un rôle de facilitateur. Et effectivement, il y a une réallocation de capital absolument massive à effectuer pour évoluer vers une économie durable. On parle de 800 milliards d'euros en Europe seulement par an jusqu'à horizon 2030 au moins. C'est énorme. Et bien évidemment, les banques ont un rôle tout à fait clé à jouer en accompagnant leurs clients existants, mais aussi en développant des solutions nouvelles, innovantes, comme le fait Electra depuis maintenant plusieurs années, et ravi effectivement d'avoir pu accompagner Aurélien et ses équipes dans cette étape de développement importante. Alors, juste une petite question, c'est quoi l'intérêt vraiment pour une banque comme ING d'investir dans ce type d'opération ? Déjà, on a comme citoyen du monde cette conviction chez ING que on se doit d'exécuter la transition, notamment la transition environnementale, et développer une économie durable. Les dégâts du réchauffement climatique sont connus de tous. Personne ne peut fermer les yeux, sauf à être de mauvaise foi. Et donc, toute la question, c'est comment adapter l'économie à cette nouvelle contrainte environnementale qui n'existait pas auparavant, et comment faire en sorte que cette transition, alors même que le temps nous est compté, puisse se faire de la manière la plus efficace et le plus rapidement possible. Et donc, il faut avoir une vision à long terme sur l'obligation de résultat qu'on a tous collectivement pour délivrer des résultats à court terme. D'accord. Alors Aurélien, justement, cette levée de fonds de 433 millions d'euros, vous nous l'avez dit tout à l'heure, elle permet l'accélération du développement d'Electra en Europe. On a envie de savoir si c'est un développement qui sera que pan-européen ou est-ce que ça va être international, l'idée ?
Alors pour l'instant, c'est vraiment un développement européen parce que on a encore pas mal de chemin à faire. Aujourd'hui, les voitures électriques représentent, si je prends le cas de la France et de l'Allemagne, qui sont les deux premiers marchés d'Europe continentale, c'est entre 18 et 20% des ventes de nouveaux véhicules vendus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même encore pas mal de boulot pour que la voiture électrique devienne un standard et que la majorité des gens, lorsqu'ils achètent une voiture, se tournent vers la voiture électrique. La voiture électrique, pour l'Europe, c'est une chance qui est formidable, pas seulement pour des questions environnementales et écologiques, mais aussi pour des questions de souveraineté, puisqu'en fait, l'Union européenne importe 97% de son pétrole. D'accord. Donc on est totalement dépendant, et donc l'objectif est... Et dans l'Union européenne, la France est dans une situation qui est extrêmement favorable, puisque nous avons 56 réacteurs nucléaires en France, avec une électricité qui est décarbonée et qui est relativement bon marché si l'on compare aux autres pays. Donc c'est pour ça qu'en France, on a quand même l'opportunité de se dire, on va se déplacer et avoir nos modes de transport qui fonctionnent avec de l'électricité made in France, plutôt que d'acheter du pétrole à l'autre bout du monde. Donc maintenant, il faut la faire, il faut embarquer tout le monde. Il y a pas mal de résistance parce que c'est un changement d'envergure. Il faut enthousiasmer, il faut donner envie aux gens. Et moi, je crois profondément que si on met dans la tête des gens que la transition vers la voiture électrique, c'est un dogme qui vient de Bruxelles et qui a été fait par des technocrates, on n'arrivera pas à embarquer les gens. Donc il faut leur montrer que c'est simple, c'est facile, que il faut communiquer correctement, quoi, bien sûr. Voilà, et il faut leur montrer concrètement que c'est très très simple à utiliser en fait. Bien sûr. Alors justement, vous avez forcément des gros défis aussi technologiques et logistiques à relever, hein, parce que l'idée c'est quand même de passer de 3000 points de recharge à 15 000 d'ici 2030, c'est ça? Absolument. C'est beaucoup, hein. Alors racontez-nous un peu les défis en question et comment vous allez pouvoir déployer aussi rapidement, parce que mine de rien, c'est dans un peu moins de 5 ans maintenant. C'est ça. Alors on est une équipe de 260 personnes qui fait un travail remarquable. Et on a un métier dans lequel on doit aller sélectionner des emplacements pour choisir des lieux. Donc c'est vraiment la partie immobilière de notre activité. Et là, on va prendre entre 6 et 10 places de parking dans des supermarchés, des hôtels, des restaurants. Et on va signer une concession avec eux de 15 à 20 ans. Et en échange de quoi, on va investir 100% du capex, donc du capital pour développer la station. Ouais. Et ensuite opérer et maintenir cette station. D'accord. Donc on a 280 personnes dans l'équipe. On est maintenant plus de la moitié de l'équipe quasiment qui est en dehors de France. Et l'objectif, c'est d'accélérer, grâce à ce financement, d'accélérer le déploiement pour faire en sorte que, encore une fois, je reviens à la finalité de la mission d'Electra, les gens puissent acheter une voiture électrique sans se poser la question de la recharge. Parce qu'aujourd'hui, c'est un des plus gros freins. Si vous demandez objectivement, même moi je vous dirais ça, oui, effectivement. C'est la première chose qu'on se dit, c'est comment on fait quand on a un long voyage à faire pour trouver les bornes de recharge sur la route, quoi. Voilà, c'est ça. On se dit, est-ce qu'il y a des bornes? Est-ce qu'elles sont rapides? Combien de temps ça va prendre? Combien de temps? Oui, bien sûr. Voilà, il y a plein de questions qui viennent avec ça, et donc nous on veut mailler le territoire avec des stations avec des bornes très rapides. Donc c'est de l'ultra rapide, ça permet de charger les voitures en 15 à 20 minutes. Ah oui, c'est génial. C'est pas encore les 3 ou 5 minutes d'un plein, mais on s'en rapproche, et avec la technologie des batteries qui s'améliore. Et vous pensez qu'on y arrivera justement aux 3-5 minutes d'un plein un jour pour recharger une voiture électrique? Alors ce qui est le consensus, c'est qu'à la fin de la décennie, donc dans 5 ans, en 2030, on sera autour d'une dizaine de minutes. Donc plutôt 10-12 minutes. On sera pas à 3 minutes, mais 10-12 minutes. Et si on interroge les gens, on voit que... Oui, c'est le temps d'aller boire un café, quoi. Voilà. Le 10 minutes, c'est vraiment acceptable, très acceptable et très proche du plein d'essence. Ça ne nécessite pas de contraintes particulières pour les gens et c'est ça qu'on vise. Alors chez ING, Thomas Labergère, vous êtes présent dans plusieurs pays européens aussi, hein, vous avez un gros développement européen. On imagine que ça vous positionne aussi par rapport à Electra, presque dans un rôle de conseiller financier en fait, presque exclusif, j'aurais envie de dire. La qualification de conseil financier exclusif et effectivement le rôle qu'on a joué auprès d'Electra sur la levée de ce financement. Et vous avez raison. En fait, on s'est assis sur une expertise qui est une expertise autour de la mobilité électrique.
en ayant développé d'autres transactions pour des acteurs qui sont aussi présents dans le domaine de la recharge rapide. Et c'est vrai que dans ce rôle de conseil financier, il est important de co-construire avec Electra quelle est l'histoire à raconter au marché. C'est, si vous voulez, au-delà de la levée de fonds, le fait que la société Electra ait recours maintenant et montre son accès au marché bancaire pour les tailles que vous avez mentionnées, illustre la maturité du développement qu'en peu d'années, Electra a réussi à mettre en place. Et sans doute que lever un tel financement, il y a encore quelque temps, aurait été quelque chose de quasi impossible pour la société. Et donc il faut savoir marier quel est le degré de maturation et de développement de la compagnie face à ce que peut être l'appétit du marché bancaire dans un secteur d'activité qui est un secteur très fragmenté, un secteur en plein développement, parce que tous les acteurs du marché mettent le pied sur l'accélérateur comme Electra, mais aussi un marché où il y aura nécessairement à un moment ou à un autre une forme de rationalisation, comme dans l'adoption de toute nouvelle technologie, avec les meilleurs de la classe qui seront naturellement des consolidateurs, et puis les acteurs plus faibles qui devront passer la main à d'autres. Et donc, c'est important, au-delà de l'expertise opérationnelle qu'a la société, d'apporter une expertise aussi financière pour essayer de rendre l'histoire la plus attractive possible. Et chez ING, c'est vrai que l'histoire d'Electra nous a absolument convaincus et on souhaitait la raconter avec eux pour élargir et créer un pool bancaire. Vous êtes bien sur Sud Radio, nous sommes jeudi soir, le soir des vraies voix spéciales innovation, avec ce soir vraiment un axe sur la transition énergétique de nos voitures et comment faire un monde meilleur, en fait, tout simplement avec Electra et ING. Vous restez avec nous surtout, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Le jeudi soir, c'est la spéciale innovation. Ce soir, on vous parle transition énergétique avec Aurélien Demeaux, qui est PDG et cofondateur d'Electra, ainsi que Thomas Labergère, qui est lui directeur général France d'ING. Alors que la transition énergétique s'impose comme une priorité stratégique pour l'Europe, les défis restent nombreux. Montée en puissance des flottes électriques, développement à grande échelle des infrastructures de recharge, besoin de financement massif, coordination entre acteurs publics et privés. On va en parler avec mes deux invités. Alors, dans un contexte économique incertain, on se demande un petit peu comment maintenir ce cap, justement, Thomas, de la transition, sans ralentir l'élan, parce qu'on entend beaucoup parler du budget en ce moment, et donc c'est une période économique incertaine. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour vous, en tant que banque, de maintenir votre engagement avec ce manque de visibilité sur ce qui va se passer dans les mois à venir ? Écoutez, c'est certain que on est dans un environnement où il faut être très clair sur quelles sont les priorités compte tenu de moyens financiers qui sont plus compliqués qu'auparavant. Si on regarde les financements publics et l'état des finances publiques de beaucoup de pays européens, c'est sûr que on ne peut pas compter sur uniquement l'appui du secteur public pour accélérer la transition environnementale nécessaire. Et donc il est impératif de s'appuyer essentiellement dans un environnement où les finances publiques sont exsangues dans de nombreux pays européens, sur l'élan privé, sur l'appétit des investisseurs et quelles que soient les différentes classes d'investisseurs, pour faire cette réallocation de capital à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Donc des priorités claires et la transition environnementale dans un environnement sous contrainte
est une priorité qui s'impose à nous tous. Aurélien, on parle d'accélérer. On est dans une phase d'accélération en ce moment. On l'a bien compris, justement sur cette transition. Alors la levée de fonds que je rappelle, que vous venez de faire de 433 millions d'euros chez Electra, ce qui est énorme, et en même temps qu'en comparaison à cette accélération, c'est assez logique. C'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Ça va aussi vous permettre de recruter, et ça c'est important de le dire. Vous allez recruter à peu près une centaine de personnes pour accompagner cette phase. C'est quoi les types de profils que vous allez recruter justement? Alors effectivement, on va recruter pour arriver à accélérer le développement dans les différents pays dans lesquels on est. C'est des profils qui sont assez divers. Donc c'est des profils informatiques, puisqu'on a chez Electra développé à 100% la base logicielle qui permet de faire fonctionner le service. D'accord. C'est des profils qui sont des développeurs immobiliers pour aller chercher les emplacements dont je parlais tout à l'heure. C'est des profils techniques qui permettent de maintenir l'infrastructure, qui permettent aussi de gérer les projets. C'est des profils finance, RH, qui vont permettre de soutenir. C'est un vrai panel, quoi. D'accord. Voilà, il y a tout ça. Donc, le financement, c'est effectivement d'abord et avant tout de financer l'infrastructure, de financer le recrutement pour y arriver, et de faire connaître aussi Electra un peu partout dans les marchés dans lesquels on est. Bien sûr. Alors, il y a aussi, on va en parler tout à l'heure parce qu'on va recevoir quelqu'un de chez Scania, donc là c'est du véhicule lourd. Il y a une montée en puissance justement de la transition chez les véhicules lourds, les camions et autres. Donc cette montée en puissance des véhicules lourds électriques, est-ce que ça influence aussi déjà vos choix d'implantation pour nos routards ou de puissance aussi, on imagine, des bornes en question? Alors, on a un certain nombre de stations dans lesquelles on a... en règle générale, c'est une place, parce qu'une place de poids lourd, ça prend quand même beaucoup d'espace. Il faut un espace de giration, et il faut. Donc c'est pas le cœur de cible d'Electra, pour être clair, parce que les véhicules légers, c'est déjà un très très gros segment. Ouais. Et à un moment donné, nous, avec la dernière levée de dette qu'on a effectuée, et les levées de fonds, qu'on a effectuées dans le passé. C'est un joli lapsus. Voilà. On a réuni 1 milliard d'euros de financement. D'accord. Avec 1 milliard d'euros de financement, c'est à la fois beaucoup et en même temps, c'est ce qu'il faut pour arriver à créer un maillage pertinent pour les véhicules légers dans les pays d'Europe de l'Ouest dans lesquels on est. D'accord. Et donc alors racontez-nous un peu où vous êtes d'ailleurs, en 2 secondes. Quel type de pays? Alors on est au Benelux, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. On est en Allemagne et en Suisse-Autriche, ce qu'on appelle la région d'Ar. On est en Italie, en Espagne et en France. D'accord. Et donc nous, on n'a pas le choix. Thomas faisait référence aux États peut-être qui dépensent davantage que ce qu'ils ne gagnent. Nous, on n'a pas ce luxe-là, d'une certaine manière. Donc on doit s'assurer qu'on a une allocation de capital qui n'est pas démesuré par rapport à nos moyens. Dit autrement, c'est pour ça que les camions, c'est une opportunité qui est très intéressante. Malheureusement, on peut pas se permettre de courir après tous les lièvres, et c'est pour ça aussi que je vous disais, on est un acteur européen et on n'est pas en train de se dire on va partir. Votre but, c'est pas de devenir hégémonique sur le marché, même avec les poids lourds pour le coup, parce que ça va être un vrai sujet aussi dans les mois à venir, dans les années à venir. Notre objectif, c'est vraiment de faciliter l'adoption de la voiture électrique, d'abord et avant tout. Ensuite, le camion, c'est quand même... Alors, quand je dis la voiture électrique, il faut voir que nous, chez Electra, on a à peu près 20 à 25% de nos recharges qui viennent des professionnels. Et dans ces professionnels-là, vous avez notamment un segment qui est celui du last mile, donc de la logistique, avec ce qu'on appelle des VUL, des véhicules utilitaires légers, qui sont des camionnettes. On n'est pas sur des camions, mais on est quand même sur des véhicules utilitaires. D'accord. Et pour ce qui est des camions, peut-être que ça viendra dans un deuxième temps, mais il faut d'abord qu'on construise. Vous savez, les banques, c'est pas des gens qui sont censés prendre beaucoup de risques. Donc nous, on a une équation économique qui tient la route et on a à cœur de leur montrer et c'est pas juste pour leur montrer, c'est aussi parce qu'on est, je pense, un peu responsable. Et pour arriver à faire ça, il faut construire les différents étages de la maison petit à petit. Donc là, pour l'instant, on est sur l'étage qui est assez ambitieux, qui est de devenir un champion européen de la recharge rapide pour les véhicules légers. Et peut-être qu'on construira un étage supplémentaire à horizon fin de la décennie qui sera plutôt orienté vers les camions, ou alors peut-être que ce sera une diversification internationale. Bien sûr. Mais on veut
d'abord avoir quelque chose de très pérenne et solide. Thomas Labergère, il y a aussi un rôle évident potentiellement des partenariats publics-privés dans ce déploiement massif d'infrastructures adaptées. Où est-ce que ça en est, ça? Vous le savez? Écoutez, oui, les partenariats publics-privés sont utiles, voire indispensables, quand l'équation risque et retour sur capital économique ne marche pas sans un soutien public. Et c'est vrai qu'il y a différents exemples où avoir un soutien public est nécessaire et permet de donner un élan, d'apporter une dynamique dans des levées de fonds privés. Mais néanmoins, il faut aussi garder à l'esprit que l'essentiel des dépenses et des capex à réaliser pour évoluer vers une économie durable seront des capex et des dépenses financées sur des deniers privés. D'accord. Et Electra est un bon exemple, hein, même s'il peut y avoir, je crois, un actionnaire public dans le capital d'Electra. Oui. Mais pour beaucoup, l'équation financière doit pouvoir fonctionner sans soutien public. Alors, chez Electra, comment ça se passe au niveau justement du soutien public de l'État? Alors nous on a, il y a différents volets en fait. Le premier, c'est qu'on fait partie de la French Tech, oui. Donc on fait partie du Next 40, qui est une initiative de la French Tech et qui nous permet d'avoir accès à un certain nombre de ressources, d'avoir le soutien du gouvernement sur différentes choses, je trouve que l'initiative de la French Tech, elle nous permet quand même d'avoir aussi une visibilité. Le président Macron a eu la gentillesse de publier sur LinkedIn notre annonce. Donc, bref, je pense que ça c'est important pour nous. C'est à la fois de la considération, c'est de la visibilité, c'est de la reconnaissance, quoi. Ouais, c'est aussi la possibilité d'accéder à un certain nombre de discussions politiques dans tel et tel ministère, le cas échéant. Je vous donne un exemple. On parle beaucoup de l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Oui. Bon. Et on parle, donc ça c'est une échéance européenne et avec des jalons qui sont 2025 et 2030. On entend une petite musique qui commence à dire: ah, 2035, est-ce que vraiment il faut interdire les véhicules thermiques? Est-ce qu'on va être prêt? C'est une folie, etc., etc. Typiquement, donc il y a un lobbying assez important qui est fait pour essayer de détricoter et d'affaiblir cette loi. Cette loi qui a un mérite quand même, c'est qu'elle a mis tout le monde dans la seringue, si je puis dire, avec un calendrier et une visibilité claire, et elle a mis toute l'industrie en ordre de bataille, en ordre de marche. Je pense qu'il ne faut pas l'affaiblir, il y a peut-être des petits ajustements à faire, c'est d'ailleurs ce qui a été fait en début d'année. Mais typiquement, on essaye d'avoir via les canaux gouvernementaux et notamment de la French Tech accès en tout cas aux discussions. Moi, je suis président de Charge France, qui est une association qui regroupe l'ensemble des opérateurs de recharge rapide en France, et on essaye d'avoir un peu voix au chapitre, au moins, pour qu'on puisse aussi entendre notre version de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on pense que il ne faut pas changer les règles? Parce que si on n'a pas un minimum de visibilité, c'est assez difficile d'investir des centaines de millions d'euros ou des milliards d'euros. On a besoin d'un cadre qui soit quand même assez clair. Merci beaucoup. Vous restez avec nous tous les deux. Aurélien Demeaux, vous êtes CEO, cofondateur d'Electra. Thomas Labergère, vous êtes DG France d'ING. Et puis on va rejoindre dans un instant Gilles Boster, qui est directeur marketing, communication et affaires publiques de chez Scania, justement, les poids lourds. Et puis juste avant ça aussi, on aura 3 petites minutes avec Station E. Surtout vous, restez avec nous. À tout de suite. On est là jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Nous sommes avec Alain Roland, qui est président fondateur de Station E. Bonsoir Alain.
Bonsoir. Alors Alain, j'ai vu que vous aviez près de 500 stations en France. Vous êtes parmi les plus grands réseaux de bornes français. À l'heure des départs en vacances, roulez-vous, vous, en électrique? Enfin, rouler d'ailleurs en électrique, est-ce que c'est facile? Oui, alors ça fait déjà 8 ans que je roule avec des véhicules électriques et on en trouve partout maintenant des chargeurs, donc c'est plus du tout un problème. D'accord. Et donc les stations, évidemment, elles proposent ça comme service, notamment. Alors nous on a des chargeurs, on a 500 stations et puis sur ces stations, pour payer, on a soit la carte de crédit puisqu'on a un lecteur de carte, mais aussi un badge Station E. Voilà, vous avez un badge universel pour recharger, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, il a des différences par rapport à d'autres puisqu'il y en a plusieurs. Le nôtre, il est offert. Donc quand vous le commandez, vous l'avez gracieusement. Et puis derrière, il va se charger partout. Et puis la particularité, c'est que sur nos stations, quand vous chargez avec notre badge, pour ceux qui sont encore à l'essence, vous payez 70 centimes le litre d'essence en équivalent électricité, si je peux dire. Bon, faut vite passer à l'électrique, quoi. Est-ce que c'est simple de recevoir ce badge Station E, justement? Alors, comment ça se passe? Il y a un site web Station E station avec un s-e.com. Puis en 3 jours, on reçoit son badge à son adresse. Encore une fois, c'est offert. Et puis après, on peut activer son badge avec du prépayé, comme on le connaît dans la téléphonie mobile, ou encore le mettre sur sa carte bleue. Alors, j'ai vu que vous aviez également une application qui est très utile pour les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Et alors, on a un réseau, on a des badges qui vont évidemment partout sur tous les autres réseaux. Donc le badge marche partout et évidemment on ne prend pas de marge. On est au prix de ce que vous constatez sur les autres réseaux. Et puis notre application, elle va sur Apple et Android. Et puis elle a une particularité, c'est que sur tous les sites compatibles, alors il y en a évidemment plus de 150 000 points, vous avez le prix de la recharge. Donc par exemple, vous partez en vacances en ce moment, vous avez chez un badge cadeau, vous avez toutes les stations qui sont autour. Et vous allez comme ça pouvoir voir les prix. Alors bougez pas trop Alain parce qu'on vous entend pas très bien. J'ai appris que vous étiez ce matin à l'Élysée. En quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous faisiez à l'Élysée? On a surtout expliqué qu'on était une société qui contribuait à l'effort national sans utiliser d'argent public et de déployer des chargeurs. Et puis on a c'est le sujet en ce moment. Voilà. Et donc ça permettait prendre le badge de Station E, c'est contribuer au déploiement de nos stations sans l'argent public et donc dans l'intérêt de tous. C'est notre humble contribution. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre venue aujourd'hui, Alain Roland. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de Station E. Alors, Station E, c'est la start-up française spécialisée dans les stations multiservices connectées, recharge notamment pour les véhicules électriques. Il y a des casiers, connectivité 4G, 5G. On vous souhaite justement une belle route et une belle continuation. On espère que ça va continuer à se développer. Voilà, merci. J'ai plus bougé. Ouais. Vous avez plus bougé, c'est bien. Restez là surtout. Allez. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette spéciale innovation. Nous sommes avec Aurélien Demeaux qui est CEO, fondateur d'Electra, Thomas Labergère qui est DG France d'ING et nous accueillons Gilles Boster, directeur marketing, communication et affaires publiques de chez Scania. Bonsoir Gilles, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir Julie, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Alors Gilles, vous avez vu, je suis avec deux personnes qui sont quand même très axées plutôt donc sur les véhicules légers et non sur les véhicules lourds. Mais ce sujet de la transition vous concerne bien évidemment, de cette transition énergétique ou comment justement l'industrie du transport lourd se réinvente. Vous faites partie de ce chemin vers un avenir plus propre chez Scania. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui fait partie de nos gènes depuis des années, puisqu'on est un groupe d'origine suédois et c'est donc de tout temps qu'on a été très concerné par l'environnement. Je dois quand même vous confier un petit peu que là, les choses accélèrent beaucoup. Oui. Oui, parce que si vous regardez le dernier rapport de la stratégie nationale bas carbone, oui. Qui a défini quand même une réduction de 50% des émissions de CO2 en 2030 par rapport à 90, normalement ça fait à peu près moins 5% de réduction de CO2 par an et aujourd'hui on en est à moins 2. On n'est carrément pas sur la bonne trajectoire. Ce faisant, on nous demande à nous, en tant que constructeurs, alors Scania fabrique des autos
autocars, des autobus et des camions, mais lourds, c'est-à-dire à partir de 19 tonnes et plus, c'est-à-dire c'est pas des voitures, pas des camionnettes ou des petits camions, c'est vraiment du véhicule lourd. Eh bien là, nous avons des objectifs extrêmement contraignants pour pouvoir décarboner. Alors, c'est quoi les principaux défis technologiques, par exemple? C'est une question que je vous poserai chez Electra ensuite. Allez-y. Oui, en fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs moyens. D'abord, il faut savoir qu'il n'y aura pas une énergie qui se substituera intégralement au diesel ou au gasoil que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y aura un bouquet d'énergie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on peut... J'entendais un de vos interlocuteurs qui parlait de courir plusieurs lièvres à la fois. C'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque on produit des camions diesel, mais aussi biodiesel, diesel synthétique, biogaz et évidemment des camions électriques. Et il se trouve que les instances européennes ont fléché le transport routier et notamment le transport routier lourd de façon très massive vers l'électrification des camions. C'est le tournant que c'est en train de prendre un peu sur tous les marchés, effectivement, ouais. Exactement. Et pour vous donner une idée, le premier camion diesel que nous avons produit, c'était 1936. Et il y a 5 ans, nous ne savions pas ce qu'était un camion électrique. Et notre objectif, c'est qu'en 2030, la moitié des camions que nous vendons aujourd'hui, c'est à peu près 6000 camions par an, soient des camions électriques. D'accord. Ouais, donc faut y arriver. C'est un gros défi, ouais, effectivement. Alors, justement, Aurélien Demeaux, je vais vous poser la même question. C'est quoi les principaux défis technologiques pour décarboner, en général, les voitures, en l'occurrence? Là, on parlait des poids lourds, mais ça concerne les voitures aussi. Alors aujourd'hui, on a un alignement des planètes qui est important, puisqu'aujourd'hui, les voitures qui arrivent sur le marché, c'est des voitures qui ont 400, 500, 600 km d'autonomie. Donc le sujet de l'autonomie, il est de moins en moins présent parce que on commence à avoir des autonomies qui sont sensiblement équivalentes à celles des véhicules thermiques. Ensuite, c'est une histoire de batterie aussi, hein. Les batteries évoluent beaucoup. Voilà, la densité énergétique et les propriétés des batteries évoluent favorablement, ce qui fait que grâce à des batteries de la même taille et du même poids, vous pouvez aller plus loin, premier point, et vous pouvez aussi vous recharger plus vite, puisqu'on a des améliorations aussi de ce point de vue-là, et on en parlait, plus les gens peuvent charger vite, plus ils se rapprochent de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire le plein d'essence, et plus l'adoption se fait facilement. Ensuite, le prix il baisse aussi beaucoup, puisque le prix des batteries dans le monde ne fait que baisser. D'accord. Un kilowattheure de batterie, c'était $1000 en 2010, c'est $100 aujourd'hui, et ça sera $50 en 2030. D'accord. Donc ce qui se passe en Chine, c'est qu'en Chine, les Chinois, ils achètent pas des voitures électriques parce qu'ils sont tous très écolos. Ils achètent des voitures électriques simplement parce que c'est économiquement, c'est plus intéressant. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant économiquement. Et là où peut-être je m'inscris un tout petit peu en faux vis-à-vis de mon camarade, mais c'est aussi intéressant d'avoir le débat, c'est que mon sentiment, c'est que rouler en électrique, c'est moins cher que de rouler avec du gaz, avec du biocarburant ou avec du pétrole. Alors, on va lui poser la question, justement. Dans les biens de consommation, si vous voulez, grand public, vous avez toujours un couple prix-performance qui prédomine. On a tous des téléphones portables avec une batterie, on a tous des ordinateurs portables avec une batterie, et donc je doute que pour des questions économiques, il y ait d'autres alternatives qui subsistent. On l'a vu avec l'hydrogène, qui était envisagé et qui a été largement abandonné par la filière, en tout cas du point de vue routier. Alors Gilles Boster, vous allez pouvoir justement répondre à ce que vient de nous dire Aurélien Demeaux. Est-ce que c'est plus intéressant économiquement pour vous de partir sur le full électrique et non l'hydrogène ou les biocarburants, etc. par exemple, et est-ce que c'est une solution effectivement à long terme finalement moins chère? Gilles Boster, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là, vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Oui. Voilà. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que il n'y a pas une énergie qui va se substituer aux autres. Et il y a une grosse différence quand même entre les activités de transport privé en voiture légère, comme on peut l'avoir chacun d'entre nous, et les activités B2C, vraiment les activités de transporteurs. Et en fait, mais voilà, et ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais évidemment, ce qu'on peut retenir, c'est que au niveau du capex, c'est-à-dire l'achat du véhicule, le véhicule électrique est à peu près 3 fois plus cher qu'un véhicule diesel.
Par contre, au niveau de l'OPEX, c'est-à-dire des frais d'exploitation, des coûts d'exploitation des véhicules, les véhicules électriques sont plus économiques à terme. Mais donc ça, j'ai envie de dire, nécessite... c'est un peu kiff-kiff, quoi, finalement. Non, parce que ça dépend. Oui, mais ça dépend d'abord à combien vous achetez le kilowattheure. Et quand on voit le prix du kilowattheure sur l'autoroute, c'est pas du tout avantageux pour l'instant, j'imagine, et je parle pour les poids lourds. Et la deuxième chose, ça dépend aussi des aides que vous pouvez avoir sur l'achat des véhicules. Quant à l'achat des véhicules. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de règle. On sait que à terme, effectivement, et à condition qu'on ait parcouru un certain nombre de kilomètres, un camion, ça fait à peu près 150 000 kilomètres par an. Camion qu'on peut voir avec une semi-remorque sur l'autoroute. Et ça dépend beaucoup aussi des aides qu'on peut avoir sur ces véhicules, et ça dépend du prix du kilowattheure qu'on peut acheter, au même titre que le prix du kilo de gaz ou du litre de biodiesel. Ce sur quoi je voudrais revenir, si rapidement, vous voulez, s'il vous plaît, allez-y. Oui, simplement, ce qui est absolument nécessaire dans cette histoire, c'est que le législateur, qui aujourd'hui nous pousse intégralement à aller très massivement vers l'électrique, est une démarche qui soit à la fois de neutralité technologique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, en disant vous devez passer à l'électrique, première chose. Et deuxième chose, qui puisse définir une stabilité fiscale à la fois dans les aides de nos transporteurs pour l'achat des véhicules et dans les taxes qui leur sont appliquées, et ça de façon... On ne peut pas avoir des taxes ou des aides qui varient d'une année à l'autre. On n'a aucune visibilité. On a l'impression que tout varie un petit peu d'une année à l'autre en ce moment, si je puis me permettre, même d'un mois à l'autre d'ailleurs. Thomas Labergère, justement, sur cette histoire du prix du kilowattheure et des aides aux achats de véhicules, etc. Quand on parle du B2B, donc du transport lourd, ou des entreprises qui font peut-être même je ne sais pas, une entreprise qui a des commerciaux et qui a une flotte de voitures, qui se balade dans toute la France. Le sujet, en fait, c'est aussi l'investissement pour qu'il y ait une stabilité fiscale, comme vient de nous le dire Gilles Boster. Donc on sent que cette transition, en tout cas dans le business, est plus compliquée. Alors tout dépend des secteurs, mais le débat que l'on a sur le transport routier lourd est assez symptomatique de la difficulté à rendre la transition acceptable. Et il y a, c'est vrai, de nombreux secteurs économiques où la transition représente un coût pour l'ensemble de la chaîne de valeur plus élevé. Et donc la question, c'est comment répartir ce coût à travers l'ensemble des acteurs de la chaîne et éventuellement comment faire modifier les usages pour réduire ce coût collectif. Et la difficulté que nous avons, c'est vrai que dans certains secteurs économiques, par exemple l'acier chez ENG, on suit l'évolution dans le temps de la trajectoire d'émissions de CO2 de l'ensemble des secteurs économiques que nous finançons. Et le secteur de l'acier est un secteur qui est en retard par rapport à la courbe de décarbonation nécessaire. Pourquoi ? Parce que les solutions de décarbonation, les technologies ne sont pas là de manière suffisamment efficace et accessible en masse et en coût compétitif pour pouvoir assurer la transition. Et donc, à nous de repenser le modèle économique pour intégrer cette nouvelle contrainte et potentiellement accepter de changer nos modes d'usage, que ce soit sur le routier, que ce soit la composante acier que nous utilisons, pour atteindre cet objectif que nous avons tous d'être net zéro à un horizon 2050. Allez, restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs. On revient pour la fin de cette vraie voix spéciale innovation et transition énergétique. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Judith Belair. Et vos vraies voix spéciales, innovation continue. Nous sommes avec Aurélien Demeaux, qui est CEO, cofondateur d'Electra, Thomas Labergère, qui est DG France d'ING, et Gilles Boster, qui est directeur marketing, communication et affaires publiques de chez Scania. Alors Gilles, moi j'ai une question toute bête. Est-ce que la formation des conducteurs, des mécaniciens, des logisticiens, puis c'est une question aussi que je peux poser pour le transport léger ensuite, est-ce que la formation de tout ce staff-là est aujourd'hui à la hauteur de cette révolution, alors électrique en l'occurrence, parce que c'est le sujet de ce soir, Écoutez, évidemment, elle est à la hauteur, et en tout cas, elle existe. Et ça, c'est la question que vous posez, c'est une question fondamentale. On est en train de parler là des réductions de CO2. Ouais. On est en train de parler d'un des 3 piliers qui existent, c'est-à-dire les carburants alternatifs. Mais il y a 2 autres piliers qui sont intéressants et qui sont fondamentaux. Ce sont les transports intelligents et sûrs. Comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter que des camions descendent, par exemple, face à un Paris-Marseille en charge et reviennent à vide, par exemple. Ouais. Comment est-ce qu'on peut optimiser la charge? Et puis, on peut aussi former les conducteurs. Aujourd'hui, un mauvais conducteur est capable de vous gommer 10 ans de développement d'un ingénieur en bureau d'études, un ingénieur moteur. Autrement dit, c'est fondamental. Il faut savoir que les camions que nous livrons aujourd'hui, tous les camions, sont connectés à un central, un gros data lake qui se trouve en Suède, qui toutes les 10 minutes renvoie des informations automatiquement sur la façon dont le véhicule est exploité et renvoie dans la cabine des informations au conducteur pour lui indiquer les bonnes pratiques pour pouvoir réduire les émissions de CO2. Quand on réduit la consommation, on réduit les émissions de CO2. Alors c'est une question qu'on peut se poser, Aurélien, pour les conducteurs dans leur petite voiture personnelle aussi. C'est-à-dire que peut-être que la manière de conduire, le problème sur la route, la panne éventuelle, etc., elle n'est pas du tout gérable de la même manière avec une électrique qu'avec une voiture thermique, quoi. Alors je pense que la question se pose quand même moins sur les véhicules légers, parce que l'adoption des particuliers vers la voiture électrique, elle nécessite de s'adapter à la recharge. Mais aujourd'hui, il y a des bornes partout. C'est ce que disait Alain Roland tout à l'heure. C'est ce que je dis aussi. C'est les chiffres de la VER, tout simplement. Partir en électrique, il y a 2 ou 3 ans, c'était un peu l'aventure. Je veux bien le reconnaître. Partir en voiture électrique aujourd'hui, en vacances, là, pour tous ceux qui partent en vacances cet été. C'est sécure, quoi. C'est safe, quoi. Il y a 0 problème, en fait. Toutes les aires il y a 400 aires de service sur les autoroutes en France. Elles sont toutes équipées avec tous les combien de kilomètres à peu près? C'est tous les 40 kilomètres à peu près, mais si vous voulez, entre les deux, il y a même des aires de repos. Des aires de repos qui sont équipées aussi. Table de pique-nique. On commence à les équiper aussi. Il y en a une bonne partie qui sont équipées. Donc il y a pas ce sujet-là. Et ce qu'il faut en revanche, c'est qu'on arrive vraiment à débloquer l'aspect psychologique qui est ah non, si je passe à l'électrique, ça va être compliqué, je sais pas comment ça va se passer, les bornes, la recharge, l'autonomie, etc. Et donc il y a pas mal de vieilles lunes et de croyances, et malheureusement de temps en temps c'est aussi un peu alimenté par un mauvais narratif, je trouve. Et donc là il faut rassurer les gens, les embarquer et leur montrer qu'en fait c'est simple, c'est facile. Et je pense que je reviens sur ce qui a été dit sur les véhicules lourds. Je vous coupe 2 minutes, j'aurais une question, Thomas. Est-ce que on pourrait imaginer une mutualisation des infrastructures de recharge parce que tout à l'heure vous disiez que c'était pas trop dans votre trajectoire pour l'instant les véhicules lourds, mais mutualiser les infrastructures pour les véhicules entre celles pour les véhicules légers et celles pour les véhicules lourds, ça serait une vraie révolution. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était pour Aurélien, je crois, la question. Aurélien, ouais. Mais vous allez pouvoir y répondre aussi, d'ailleurs, ensuite. Alors, non, c'est une très bonne question. On le fait dans un certain nombre de cas, quand c'est possible. Néanmoins, si vous regardez aujourd'hui les stations-service pour les véhicules lourds, donc je parle vraiment des 44 tonnes, des camions, c'est une histoire de place, le problème. Alors, excusez-moi, on va réduire un peu le temps de réponse parce qu'il nous reste très très peu de temps. Gilles Boster, est-ce que vous pouvez répondre justement sur cette mutualisation potentielle des bornes de recharge poids lourds, poids légers? Oui, bien sûr, et c'est vraiment, on a vraiment 2 gabarits de véhicules qui sont complètement différents. Un tracteur avec une semi-remorque, aujourd'hui, on a fait des essais sur la route avec la presse spécialisée, on n'est pas capable, il n'y a pas de station, très peu de stations adaptées aux poids lourds. Et à telle enseigne que nous avons, avec d'autres constructeurs, via une société qui s'appelle Mylance, on est en train de développer 1700 points de recharge spéciaux pour les poids lourds, qui ne prendront que les poids lourds, pour pouvoir faire
faire ça. Maintenant, on a envie de dire c'est dommage quand même, hein. Oui, non, mais de toute façon, il faut que ce soit des puissances de recharge qui soient des puissances compatibles avec les poids lourds. Là, on va arriver sur des puissances de l'ordre du mégawatt de recharge pour que, vous savez, les poids lourds doivent s'arrêter 45 minutes toutes les 4h30 et l'idée c'est de pouvoir recharger pendant ces 45 D'accord. minutes le temps qu'il se repose pour pas qu'il y ait des accidents derrière, on a compris. Exactement. Ce que je voudrais simplement rajouter. Allez-y rapidement, Gilles. Oui, très rapidement, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est pas de l'électricité ou de l'électricité bashing. C'est simplement que nous sommes en ce moment dans une période de transition. Tout ça va se mettre en place petit à petit. Mais il faut pas oublier qu'il y a 3 conditions capitales pour que au niveau des poids lourds, pour que ces véhicules électriques prennent forme. C'est les aides à l'achat, c'est la gamme des véhicules électriques. Elle existe, ça y est, elle est là. Et ce sont les infrastructures de recharge. Et cette infrastructure de recharge est pour le moment grandement déficitaire. Elle est en train de se mettre en place, mais elle est absolument fondamentale. Thomas Labergère, vous vouliez réagir ? Oui, peut-être juste pour dire un mot sur cette idée de mutualisation des infrastructures. Dans des industries plus matures, que ce soit la fibre ou les data centers par exemple, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez tout un tas d'opérateurs qui rendent leur infrastructure qu'elles détenaient en propre auparavant disponible pour d'autres acteurs. Et c'est un signe de maturité. Du secteur, et c'est vrai aussi dans le secteur des batteries. Vous savez qu'on est en retard en Europe dans le domaine de production de batteries. La France a lancé de nombreuses initiatives. ING en a financé à Angers certaines, des gigafactories très importantes, qui initialement sont détenues par des constructeurs automobiles pour partie, mais qui à terme seront amenés à servir sans doute de manière beaucoup plus large l'ensemble des constructeurs automobiles au-delà des actionnaires et commanditaires initiaux. D'accord. Aurélien, 2 mots. En quoi est-ce que justement les besoins de ces poids lourds dont on entend parler depuis tout à l'heure, est-ce que en fait finalement ils pourraient influencer, enrichir ou transformer carrément les modèles économiques des opérateurs de bornes comme vous chez Electra ? Alors moi comme je vous dis, je pense que c'était pas tout de suite pour vous. On l'a compris. C'est une catégorie qui est différente. C'est différent également comme je disais, dans l'essence, parce que c'est pas du tout les mêmes modèles. Ouais. En revanche, je pense que le poids lourd va suivre la même logique que le véhicule léger, dans le sens où une voiture électrique, il y a 5, 6, 8 ans, ça coûtait le double du prix, voire 3 fois le prix d'une voiture thermique. Aujourd'hui, il y a des économies d'échelle, puisqu'en fait, il y a de plus en plus de voitures électriques qui sont produites. Il y a une baisse du prix des batteries, et donc le prix des voitures électriques est légèrement supérieur encore en Europe au prix des voitures thermiques. On se parle en gros une vingtaine de %, mais on sait que dans 2 ou 3 ans, on sera à égalité de prix. D'accord. Et je pense que dans les véhicules lourds, c'est ce qui va se passer, mais comme je rejoins ce qui a été dit, il faut créer du coup des conditions pour que justement on sorte un peu de l'atmosphère et qu'on arrive à mettre ça sur orbite. Et donc ça nécessite les différentes mesures qui ont été évoquées. Merci Aurélien. On va vous laisser le mot de la fin, Gilles Boster, là-dessus. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, écoutez, simplement pour dire qu'aujourd'hui, quand il s'agit de décarboner, c'est-à-dire de réduire nos émissions de CO2, l'électrique est un vecteur tout à fait pertinent et il est en train d'être mis en place. Mais il y a une telle urgence qu'on a aussi d'autres moyens de le faire, comme les énergies liquides et gazeuses. Okay. Et j'aimerais simplement... On n'a pas le temps, je suis désolée. Il nous reste 30 secondes. Merci beaucoup, voilà. Je vous remercie. Merci Aurélien Demeaux, je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur d'Electra. Merci d'avoir participé à ce débat ce soir du spécial innovation de Sud Radio. Vous aussi, Thomas Labergère, vous êtes directeur général de France d'ING. Merci d'être venu parmi nous dans ce studio. Et puis merci Gilles Boster. Je rappelle que vous êtes directeur marketing, communication et affaires publiques de chez Scania. Et tout de suite, on va retrouver Laurie Leclerc du côté des commerces. Et bisous. Moi, je vous retrouve demain à 17h pour la dernière avant les vacances. Enfin, de mon côté en tout cas. À tout de suite. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Nous accueillons sur Sud Radio tout l'été les commerçants participant au Trophée des commerces organisé par CCI France, la chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes avec Valérie Fontaine, gérante de la boutique Fontaine Lingerie Armentières dans le département du Nord. Bonjour Valérie. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs matinaux. Alors cette boutique, vous allez nous raconter son histoire, c'est une histoire familiale ?
Oui, alors en fait, je me présente un petit peu. Oui. Je suis donc Valérie Fontaine. Je suis représentante de la boutique de lingerie Fontaine qui est à Armentières, donc située face au Beffroi. Et c'est une boutique qui a été créée en 1946, donc par mes grands-parents et qui étaient eux-mêmes fabricants de soutien-gorge donc et de corsets. J'ai repris il y a 30 ans la boutique derrière ma maman, épaulée par une équipe fidèle et stable. Et vous avez repris la boutique, c'est pas forcément ce que vous vouliez faire au départ? En fait, au départ, j'étais en école de commerce et en 3e année, j'ai dû faire un remplacement d'un congé maternité au magasin et en fait, je suis plus repartie en 4e année. Je suis restée depuis. Ça fait plus de 30 ans. Oui, c'est impossible de quitter ça. Ouais. C'est-à-dire que en fait, c'est une entreprise qui avait pignon sur rue, qui était. J'ai toujours baigné dedans. Le mercredi, avec mes sœurs, on allait faire les coupes de corsets, les œillets. Enfin voilà, c'est une entreprise familiale. J'ai d'ailleurs ma sœur qui a repris le magasin de Dunkerque et ma cousine celui de Lens. Ah oui, donc ça reste en famille aujourd'hui. Oui, c'est toujours familial. Et du coup, ça fait des histoires à raconter au repas de famille entre les clients qui font ci, qui font ça. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, nous, quand on était enfant, donc maman avait 3 sœurs et mes grands-parents ayant 9 magasins, les 9 magasins étaient repris donc par mes tantes. Ce qui fait que les repas de Noël, c'était vraiment, on était toujours dans l'idée, ça parlait lingerie, ça parlait dentelle, ça parlait confection. Donc c'est vrai que j'ai un peu comme tous les enfants d'entreprises familiales, j'ai un peu baigné dedans. Vous nous avez dit donc 80 ans d'histoire familiale sur le soutien-gorge. Vous, cette boutique de lingerie, depuis 30 ans, vous avez senti une évolution dans les demandes des clients, dans les modèles proposés aussi? Oui, on a un grand. Alors notamment, je dirais. Alors nous, on est spécialisé donc en poitrine généreuse et en soutien-gorge de confort sans armature. Et c'est vrai que suite au confinement, les gens sont plus en télétravail, les gens sont plus ont eu l'habitude d'être aussi beaucoup derrière les ordinateurs, ce qui fait qu'en fait, on a vraiment un rayon de soutien-gorge de confort sans armature, pour autant très fantaisie, qui a vraiment éclos. Et après, on a aussi le rayon balnéaire, donc qui a vraiment beaucoup évolué. Voilà, parce qu'on a, en fait, le rayon balnéaire, on l'a toute l'année, parce que on a des gens qui partent vraiment de plus en plus. Les vacances sont vraiment mises à l'honneur, les longs week-ends sont mis à l'honneur par les clients, et donc c'est vraiment un rayon qui tourne toute l'année, et donc on a un rayon, ce qui s'appelle un rayon croisière, donc toute l'année, même l'hiver, on peut trouver du maillot de bain sur Armentières. Et pour développer votre commerce, faire venir les gens devant ce beffroi d'Armentières, vous communiquez de plus en plus sur les réseaux sociaux? Oui, déjà depuis une bonne dizaine d'années, on a créé notre compte Facebook, donc Fontaine Lingerie Armentières, et je publie 1 à 2 fois par jour. Donc comme on a un magasin qui fait 200 mètres carrés, quand même, et qu'on a beaucoup, on a refait le magasin en totalité l'année dernière, il y a 2 ans, et donc on a agrandi le magasin et on l'a remis donc au goût du jour. Donc on a fermé 7 mois, on s'est installé à côté, mais on a une boutique donc du coup qui propose beaucoup d'articles, et donc il faut communiquer, faire venir les gens sur la ville, et le bouche à oreille marche beaucoup, mais notre réseau Facebook, encore hier soir, ma dernière cliente, c'était une cliente qui était tombée sur une publication Facebook et donc qui était venue de Villeneuve d'Ascq pour voir le magasin. Donc c'est vrai que c'est très important. Et on invite ceux qui nous écoutent sur Sud Radio à venir vous voir. Valérie Fontaine, gérante de la boutique Fontaine Lingerie Armentières, donc Armentières dans le nord de la France, sélectionnée par les trophées du commerce par CCI France. Très bonne journée à vous. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerces. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons